Faut-il taxer le minage? Voici la première question qui va nous animer dans Smart Patrimoine et plus particulièrement dans l'écho des cryptos. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Lourimi. Bonjour Alexandre Lourimi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le cofondateur du cabinet Orwell et plus spécifiquement avocat spécialiste en fiscalité des crypto-monnaies. Alors si on se pose la question aujourd'hui, c'est parce qu'aux États-Unis, la question s'est posée. L'administration Biden a intégré dans une première version de son budget une mesure consistant à faire payer aux mineurs une surtaxe sur l'électricité utilisée pour miner des crypto-monnaies. La mesure a finalement été retirée, mais ça a soulevé la question. Ça a soulevé la question d'une taxation sur les activités en lien avec les crypto-monnaies. Donc on ne parle pas d'investissement, mais on parle d'activités économiques en lien avec les crypto-monnaies. Est-ce que, selon vous, le dossier est complètement clos? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question aujourd'hui? Alors, la question, faut-il taxer le minage? À mon avis, la réponse est simple, c'est oui. En fait, le minage est déjà taxé comme toute autre activité économique. La question à se poser, c'est est-ce qu'il faut taxer le minage différemment que les autres entreprises? Et cette question, elle est légitime, puisque la fiscalité, c'est un outil de l'interventionnisme étatique. Donc, on peut orienter des comportements dans un sens ou dans un autre. Et donc, un État peut légitimement s'interroger sur sa volonté de favoriser ou de défavoriser favoriser ses activités. Bien sûr. Sur le minage, il y a plusieurs sons de cloche. Enfin, on a certaines personnes qui nous disent que c'est une aberration parce que ça a un coût écologique important, alors que ça ne sert à rien. D'autres qui nous disent au contraire que ça sert à quelque chose et donc que le coût est justifié. Et d'autres qui nous disent que même si ça ne sert à rien, ça peut avoir un intérêt, comme Alexandre Stachenko qui a publié une tribune assez intéressante sur ce sujet. Et donc la question qui se pose, c'est que veut faire l'État? Quelle est la politique? En fait, c'est une question politique plus qu'une question fiscale. Ce que vous dites, c'est que à partir du moment où c'est une activité économique, de toute façon, c'est taxé au même titre que toutes les activités économiques. La question, c'est pourquoi envisager de taxer plus une activité de minage de crypto-monnaies? Et alors, l'argument qui revient souvent, c'est celui de l'impact écologique de l'activité de minage. Absolument, c'est même l'argument essentiel en fait des pouvoirs publics jusqu'à présent. On ne sait pas s'il est fondé, mais c'est l'argument en tout cas. Et en termes d'atteinte des objectifs poursuivis, on peut aussi s'interroger, puisque le minage est par définition transnational, il peut être effectué n'importe où. A priori, tant qu'il y aura le protocole Bitcoin qui rémunérera les mineurs, il y aura toujours des mineurs, où qu'ils soient. Et donc, en fait, taxer le minage aux États-Unis, enfin, ou n'importe où, ça peut avoir comme conséquence que de déplacer le problème en réalité. C'est effectivement la question. Quand on voit effectivement un pays comme les États-Unis se poser la question d'appliquer une surtaxe, effectivement, alors on parle d'une surtaxe sur l'électricité utilisée pour miner des crypto-monnaies. Est-ce que l'objectif c'est de prendre une part du gâteau un peu plus grande d'une activité de crypto en lien avec les crypto-monnaies sur le sol américain, ou au contraire de demander gentiment à ces activités-là d'aller sur un autre pays ou un autre continent? Je pense que sur le premier objectif, si c'est d'accroître les recettes fiscales, ce sera assez compliqué puisque dans le projet, c'était chiffré, les retombées étaient chiffrées à 3,5 milliards sur 10 ans. D'accord. 350 millions par an en moyenne, ce qui n'est rien en fait aux États-Unis. Par contre, sur le deuxième objectif, qui est de déplacer les activités hors du sol américain, à mon avis, c'est plutôt l'objectif poursuivi. Et c'est un objectif qui est purement politique et donc idéologique. Après, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est un argument, enfin un objectif idéologique, effectivement. Donc l'idée serait de rendre la vie moins facile aux acteurs des crypto-monnaies sur le sol américain, au moins dans la période qu'on vit actuellement. Exactement, puisque rajouter en fait cette taxe, ça nuirait beaucoup en fait au coût du minage, et on sait que les minages en fait raisonnent de manière purement mathématique. Ils regardent l'avantage, ils regardent le coût, et ils trouvent en fait un lieu où s'implanter en fonction de ce simple calcul. Donc effectivement, accroître le coût de 30% du minage en fait conduira à un déplacement vers des juridictions plus clémentes quand même. On va continuer avec la vision des crypto-monnaies aux États-Unis, ou en tout cas celle du gouvernement américain. Juste avant, si on regarde en Europe, en France notamment, est-ce que ces questionnements de taxation d'activités en lien avec les crypto-monnaies, activités économiques en lien avec les crypto-monnaies, et plus spécifiquement celles en lien avec le minage de crypto-monnaies, c'est des sujets qui sont ouverts aujourd'hui ou qui ne sont pas abordés? Alors, en droit interne français, la fiscalité du minage existe, on a des spécificités, surtout pour les particuliers en réalité, parce que dans le minage, il y a deux choses. Il y a le minage industriel, avoir de gros entrepôts avec des serveurs. Bien sûr. Il y a aussi le minage comme outil d'investissement. On a beaucoup d'intermédiaires qui proposent à des particuliers de placer
un certain montant dans l'acquisition de machines de minage, mais cette acquisition est réalisée par l'intermédiaire. D'accord. Oui. Place de l'argent et reçoit du rendement. Et pour eux, la question se pose, c'est pas très clair aujourd'hui, et notamment la question qui se pose, c'est de savoir si les récompenses qu'on reçoit au titre de ce placement en crypto-monnaie doivent être fiscalisées au titre de l'année de réception des récompenses ou seulement au titre de l'année de la vente des crypto-monnaies en euros. D'accord. Ça, c'est une question importante, puisque en termes de gestion de trésorerie pour le particulier, ça peut avoir un impact assez important. C'est peut-être le moment de clarifier un point. On a coutume de penser que lorsqu'on a des revenus en crypto-monnaie, ils ne sont pas fiscalisés, et ils ne sont fiscalisés qu'à partir du moment où on les ensuite transforme en monnaie fiat, donc en euros ou en dollars. C'est effectivement le cas quand on parle de rendement, par exemple, sur des investissements réalisés en crypto-monnaie ? Alors, ce dispositif qui est extrêmement dérogatoire en réalité, de neutralisation des échanges entre cryptos, il ne vaut qu'en cas d'échange entre cryptos. D'accord. Donc lorsqu'on est payé en crypto, que ce soit pour une activité professionnelle ou que ce soit le paiement en fait d'un produit financier, on ne bénéficie pas de cette neutralisation. Et donc en théorie, en principe, il faudrait calculer la valeur en euros de ce qu'on reçoit en crypto et déclarer ce montant en euros au titre de l'année de réception. Et donc c'est une idée assez répandue dans le secteur des cryptos qui laisse penser que tant qu'on a des flux en crypto, on n'a pas d'impôt. En réalité, c'est pas du tout le cas. Nous, si on encaisse nos honoraires en crypto, on va devoir quand même déclarer le montant de ces honoraires en euros au titre de l'exercice au cours duquel on les a encaissés. Donc pour faire le lien avec le minage, un résident fiscal français qui investirait effectivement sur une machine ou plusieurs au sein d'une ferme de minage en vue d'en obtenir un rendement serait fiscalisé sur ces rendements. Ça, c'est une certitude. La question, c'est est-ce qu'il est fiscalisé l'année N ou l'année N+1, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ouais. Si on revient aux États-Unis à présent, alors il y a un autre sujet effectivement qui anime la sphère crypto en ce moment, c'est les attaques de la SEC vis-à-vis de Binance. Vous allez nous expliquer peut-être le contexte autour duquel 13 chefs d'accusation ont été donc envoyés, si je puis dire, effectivement vis-à-vis de Binance par la SEC, avec cette question quand même si pour l'instant Binance semble dire qu'ils attendent la réelle plainte de la SEC et qui dans l'argumentaire peut-être ou dans la communication de crise dit que les médias en font peut-être un petit peu trop, il y a quand même cette question de savoir si l'activité de Binance aux États-Unis ne serait pas un petit peu en danger aujourd'hui. Absolument. Là, la question se pose clairement. Pour avoir bien en tête les termes du débat, en fait, il faut se rappeler que la SEC, c'est un régulateur, c'est une autorité administrative, donc elle ne dit pas la loi, elle donne sa position de la loi qui sera tranchée le cas échéant par un juge, et c'est cette procédure qui a été initiée, une plainte devant une juridiction. Et la position que la SEC soutient est de dire que la plupart des tokens qui existent aujourd'hui sont des securities, c'est-à-dire des instruments financiers. Tout simplement parce que la notion d'instrument financier aux États-Unis est extrêmement large et évolutive. Et en fait, elle n'est pas figée. On considère qu'une security, un instrument financier, c'est un actif dont la valeur, en gros, dépend des efforts d'une équipe centralisée. Pour les tokens, elle considère grosso modo que la plupart des tokens sont des securities, tout simplement parce que leur valeur repose sur les efforts de l'équipe qui a émis ce token. D'accord. La seule crypto qui est un peu épargnée, c'est le Bitcoin, puisque on ne peut pas identifier d'entité centrale qui ferait varier le cours du Bitcoin à la hausse ou à la baisse. Et donc, en partant du principe que tous les tokens sont des securities, ça implique que l'activité qui consiste à offrir un marché d'échange sur ces securities est régulée. Elle est régulée comme une bourse en fait classique d'instruments financiers. Et donc cette position conduit à dire que Binance offre la possibilité de trader des securities et donc devrait obtenir les agréments nécessaires pour le faire, ce qu'elle n'a pas fait. Et pour Binance, ça c'est ce qui est reproché à Binance et à Coinbase, qui est un acteur américain. Alors là, on prend l'exemple de Binance parce que c'est le plus récent, mais effectivement, il y a eu la période de Coinbase juste avant. Oui. Voilà, qui est une entreprise américaine qui est cotée au Nasdaq, donc on ne peut pas leur reprocher de mauvaises intentions, mais c'est la même position. Pour Binance, c'est un peu plus compliqué parce que ce qui est reproché aussi, ce sont des malversations, notamment du fondateur qui est poursuivi à titre personnel dans cette procédure, et ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir activement participer à la dissimulation de leur non-conformité en fait. Donc il n'y a pas seulement, comme Coinbase le soutient, une incompréhension des règles applicables, il y a aussi vraiment des efforts pour dissimuler l'absence d'autorisation qui était consciente chez Binance.
Et avec aussi quand même, parmi les chefs d'accusation, l'accusation de mélanger la trésorerie de Binance avec les fonds déposés par les clients au sein de Binance US. Absolument. De toute façon, la liste est extrêmement longue dans la plainte. On a ça, on a aussi des accusations de manipulation des cours. En gros, ce que dénonce la SEC, c'est l'opacité globale du groupe Binance qui est constitué en plusieurs dizaines d'entités dans plusieurs dizaines de pays différents. Et alors, avec notre regard européen, avec un cadre réglementaire stable, depuis peu, mais existant aujourd'hui, est-ce que l'activité de Binance aux États-Unis et de manière plus générale l'activité de Binance peut être mise en danger par cette attaque de la SEC, si on peut le dire ainsi? Les États-Unis ont toujours tendance à vouloir élargir le champ de leurs compétences territoriales, mais en principe, elles restent limitées aux États-Unis avec les réserves de l'extraterritorialité lorsqu'on manipule du dollar. Mais effectivement, si Binance est interdit aux US, ils auront toujours le droit d'exercer ailleurs, dans la mesure où ils sont en conformité. Et je disais ce matin que les actifs de Binance US représentent, je crois, 5% à l'échelle du groupe. Donc, a priori, ça ne devrait pas les inquiéter, mais forcément, ça va avoir un effet ricochet sur les autres régulateurs, puisqu'un régulateur comme l'AMF, qui a considéré que Binance, en tout cas, leurs dirigeants étaient honorables, remplissaient les conditions de honorabilité, pourrait être amené à se reposer la question suite à ces procédures. Est-ce qu'on a une idée des prochaines étapes aujourd'hui en ce qui concerne Binance spécifiquement ou effectivement Coinbase également? Alors, pour être honnête, je ne suis pas expert en termes de procédure américaine, mais dans le déroulé logique, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plusieurs échanges. Ça devrait se terminer soit par une transaction entre le régulateur et le justiciable, qui permettra de garantir en fait la confidentialité sur certaines informations, soit, dans le pire des cas, à mon avis, pour Binance, en audience publique avec une décision d'un juge. Merci beaucoup Alexandre Lorimi d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en fiscalité des crypto-monnaies au sein du cabinet Orwell. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.